Vous avez 4 heures. Vous vous souvenez, quand nous étions au lycée, juste avant l'épreuve de philosophie du baccalauréat? Et si, dans la vie de tous les jours, c'était 4 secondes que nous avions? Mais 4 secondes, pourquoi faire? 9 juillet 2006. Finale de la Coupe du monde de football à Berlin, opposant la France à l'Italie. L'icône du football français, Zinedine Zidane, assène un violent coup de tête au torse de l'Italien Materazzi. 28 avril 1993. Boban Jankovic marque un panier. L'arbitre l'annule immédiatement, considérant qu'il y a faute offensive. C'est la 5e faute du joueur. Il doit donc sortir du terrain. En réaction à une décision qu'il estime injuste, dans une situation cruciale d'un match à enjeu, le joueur perd ses moyens et adresse encore une fois un coup de tête au montant du panier. C'est pas si drôle en fait, parce que malgré le rembourrage de ce dernier, il s'endommage la moelle épinière et devient incapable de marcher jusqu'à la fin de ses jours. D'après vous, comment expliquer qu'ils aient pu l'un et l'autre réaliser un acte aux conséquences si dramatiques? Quels sont les points communs entre ces deux situations? Le coup de tête, bien sûr, le sport de haut niveau également, mais à mes yeux, le sport de haut niveau n'est qu'un prétexte à exacerber les émotions. Parce que la médiatisation, l'économie et l'engagement du corps y sont amplifiés, au final, les comportements y sont décuplés. Nous sommes tous des pièces à deux faces. Chacun de nous a en soi un côté lumineux et un côté sombre. Un côté bienveillant, inoffensif d'une part, et un côté critique et hyper agressif d'autre part. Et j'ai pu expérimenter que c'est bien souvent contre soi-même que ce dernier côté s'exprime. Chacun de nous est susceptible, à un moment donné, de se retrouver dans une situation délicate, inconfortable, et a devant lui 4 secondes de conscientisation avant d'adopter le comportement qui, selon sa nature, fera toute la différence. En toute situation, nous effectuons une analyse inconsciente, basée sur une construction mentale, donc artificielle, donc trompeuse. Celle-ci nous amène à anticiper, visualiser ce qui se joue comme étant un danger, un échec futur, ou bien une future réussite. Qui ici est parent? Qui ici a des enfants? Levez la main pour voir. Oh, ok. On est en bonne compagnie. Je pense que dans cet endroit pacifié, dans ce moment pacifié, dans cet endroit absolument magnifique dans lequel on est, nous sommes globalement tous d'accord pour dire que nous les aimons du plus profond de notre cœur. Vous êtes d'accord avec ça? Ok. Et en même temps, est-ce que ça ne vous est pas déjà arrivé d'avoir envie de les voir se taire, de ne plus les voir quelques instants seulement, bien sûr? Ça vous est déjà arrivé? Ouais. Je vois qu'on vit les mêmes choses, en fait. Et pour finir, mais cette fois-ci, je ne vous demanderai pas de lever la main. Qui ici, dans la salle, a déjà vécu des violences lorsqu'il était enfant? Qui ici a déjà entendu des propos blessants, retenu, vécu des situations anxiogènes qu'il ou elle porte encore avec lui? Je m'appelle Nicolas Rimbaud. Je dédie ma vie à comprendre comment l'humain fonctionne en contexte de pression. C'est parce que j'ai pu vivre des situations de cette nature lors de mes premières années de vie que s'est dessiné en moi l'incompréhension de ce genre de phénomène. C'est à ce moment-là, en fait, lorsque j'étais enfant, que le cœur du réacteur s'est forgé. Vous savez, le réacteur, celui qui nous fait réagir. Et dans mon cas, j'ai opté, je dirais même que je me suis forgé une habitude de contrôle pour certainement ne pas exploser, connaissant bien les dégâts que l'explosion peut provoquer. Une approche de métaphysique chinoise à laquelle je m'intéresse ces temps-ci nous permet de comparer ce que nous montrons en surface avec ce qui se cache au plus profond d'entre nous. Il se trouve que je suis
calme et posé en surface. Mais qu'un véritable dragon sommeille au plus profond de moi. Que se cache-t-il au plus profond d'entre vous lorsque vous êtes en situation de pression, en situation de tension? Que peut-on trouver au plus profond de l'iceberg qui ne puisse se révéler alors qu'on ne s'y attendait pas? J'ai continué à vivre ces expériences lorsque j'étais enfant, lorsque j'étais adolescent, car c'est véritablement dans ces années de vie que des processus d'exclusion, appartenance éminemment puissants se construisent en termes de construction de l'identité individuelle au sein des groupes d'appartenance. Pour le dire simplement, les groupes d'appartenance dans le foyer familial, dans les équipes sportives dans lesquelles on peut être, au collège, au lycée. Pour ma part, basketteur en herbe, je n'ai jamais été sélectionné parmi les meilleurs départementaux ou régionaux du fait de ma petite taille. Étonnant de vous dire ça ce soir du haut de mon 1,98 m. Ce n'est qu'au lycée que ma croissance a véritablement explosé. Je vous avoue que ça a été très difficile à vivre et même une véritable souffrance. Et en même temps, j'ai choisi d'utiliser cette énergie pour en faire un véritable moteur. Je vous invite maintenant à réfléchir à cette situation où vous avez été sous tension, en pression, celle où vous avez été à 2 doigts de déraper. Réfléchissez-y un petit peu. Avez-vous pu remarquer à quel point tout se passe très vite? Avez-vous remarqué à quel point tout peut basculer d'un côté ou de l'autre? Tout réside dans le couplage de nos pensées et de nos émotions. Tout se joue en 4 secondes. Une première, lors de laquelle vous percevez la situation. Une seconde, lors de laquelle l'émotion s'offre à vous. Une troisième, où la pensée s'installe. Et une quatrième, où vous décidez. Ces 4 secondes, c'est ce moment invisible, le temps d'une respiration consciente. Alors certes, pas celle de Stéphane Toureau, mon ami, le vice-champion du monde d'apnée que vous voyez à l'écran, ça serait un petit peu long pour le coup. Ces 4 secondes constituent ce moment invisible, éminemment puissant, qui fait le lien entre l'esprit et le corps, la pensée et l'acte. Mais que se passe-t-il dans ces 4 secondes? Et si nous pouvions saisir cet instant préliminaire? Et si nous pouvions arrêter le temps? Comment pourrons-on expliquer cela du point de vue du fonctionnement du cerveau? Les neurosciences nous indiquent que le circuit neurologique de la colère existe bel et bien. Ça se joue en fait au niveau de l'amygdale, à l'origine, qui crée l'émotion au sein du cerveau en réaction à une situation qu'on estime frustrante. Il s'enchaîne une réaction en chaîne, pour le coup, qui transite par les neurones et qui va vers l'hypothalamus. L'hypothalamus nous sert à activer les manifestations physiologiques qui sont associées, l'augmentation du rythme cardiaque, la dilatation des pupilles, par exemple. L'information peut aussi, c'est une alternative, être traitée par le néocortex. Le néocortex, c'est l'aire liée à la pensée consciente. En faisant cela, on appelle ça la voie lente. C'est une façon de calmer l'émotion avant d'engager le comportement d'agression. Imaginez, vous êtes au téléphone, dans une conversation essentielle qui requiert toute votre attention sur un sujet éminemment fondamental. Et là, votre fille, votre fils ou un enfant se plante devant vous, vous pose 5 fois de suite la même question, ne comprenant pas que vous ne lui répondiez pas. Vous l'avez déjà vécu, ça? Moi, oui. Mais que se passe-t-il en nous dans cet instant? Quelles sont les options qui s'offrent à nous? La première, contenir l'émotion. Certes, la réaction est bridée, mais le système nerveux sympathique continue à s'emballer avec un effet cocotte-minute absolument délétère pour la santé. Au passage, c'est une dérive typique du développement personnel.
dans laquelle j'ai failli tomber. J'ai failli nier mes émotions, en pensant que le zen, c'était ne pas ressentir d'émotions, c'était porter un masque, c'était se contenir, c'était ne pas exploser, certainement de peur de l'explosion, justement. L'information peut aussi être donc traitée par ce néocortex. Ça permet de calmer l'émotion. On peut utiliser le principe de la réévaluation cognitive qui consiste à revenir à la réalité de sorte que la colère paraisse moins spontanée, moins nécessaire, moins indispensable. Moi, quand je sens que ça commence à être compliqué pour moi, si je me trouve par exemple dans une situation face à quelqu'un dont je considère le comportement comme étant énervant, frustrant, ça peut être sur la route, ça vous est déjà arrivé ce genre de choses? Ce que j'essaye de faire dans ces moments-là, c'est de m'appliquer ces deux techniques. C'est déjà me dire d'emblée que le comportement ne définit pas la personne. Dans cette société où on a vraiment l'habitude de mettre des étiquettes sur le front des gens, le comportement ne définit pas la personne. Et puis en complément de ça, j'essaye, autant que je le peux en tout cas, de me dire que derrière tout comportement, il y a toujours une intention positive. Je sais, ça peut sembler étonnant, mais derrière tout comportement, il y a toujours une intention positive, ne serait-ce que pour la personne qui l'exprime, pour elle-même, pour se protéger. Et puis ce soir, je voulais vous offrir une technique que j'utilise quand je sens qu'en moi, ça monte en mode cocotte-minute. Ce que je fais en telle situation, c'est la chose suivante. Je ferme les yeux, je visualise un endroit dans lequel j'adore être, je me mets à sourire, quitte à le forcer un peu au début, quand c'est pas si évident que ça. Et puis ce que je fais, c'est que je fais 4 respirations conscientes. Vous voyez ce que c'est une respiration consciente? C'est simplement quand on met de la conscience sur le fait qu'on fait respirer. Bref, on se dit qu'on pense qu'on est en train de respirer, ce qu'on ne fait jamais d'ailleurs au passage. Alors que la médecine chinoise nous dit que si on en faisait 300 par jour, on serait toujours, mais alors toujours, en bonne santé. Et ce qui est absolument magnifique, c'est que ces techniques-là, en fait, elles sont tout autant utiles lorsqu'on est dans des situations qu'on peut concevoir comme étant hyper favorisantes. Qui ici s'est déjà trouvé dans cette situation où il y a cette personne pas loin là et qui vous impressionne un peu, dont vous êtes secrètement ou alors peut-être secrètement amoureux? Vous êtes à quelques mètres d'y aller. Que se passe-t-il dans ces 4 secondes où vous vous dites « Ok, je vais y aller, mais en même temps, vous écoutez votre ego, vous projetez vers une future déconvenue. Il y associe tout de suite une émotion de peur, et là, vous rentrez les épaules, ouais, vous faites demi-tour, et puis vous repartez. » Ou bien, vous vous dites, mais c'est une opportunité absolument incroyable, en fait, pour une fois, c'est peut-être la seule fois de ma vie que je vais pouvoir rencontrer cette personne. Je prends une bonne inspiration, j'engage le pas, j'avance et j'y vais. Que se passe-t-il dans ces 4 secondes? À ce sujet, ma coach pour ce talk m'avait invité à faire un exercice. Il s'agissait de franchir le cap de l'audace en me mettant en situation d'aller dans la rue, aborder une inconnue que je trouvais jolie, et justement le but du jeu c'était de lui dire que je la trouvais jolie. L'audace, c'est ce petit supplément d'âme qui guide le premier pas. L'audace, c'est faire sauter le corset et faire sauter le masque. Alors que l'ambition, c'est l'élaboration du scénario stratégique, laquelle n'inclut pas nécessairement la mise en mouvement, la mise en action. Dans cette situation, l'idée, en fait, c'est de minimiser l'impact de l'adrénaline, cette hormone qui est l'hormone du stress, et de mobiliser, à l'inverse, la dopamine, votre allié qui associe plaisir et action. Bon, comme c'est quand même très important de toujours être honnête, je dois vous avouer que l'exercice, je ne l'ai pas fait en fait. Mais il n'est pas trop tard. Je crois même qu'il me reste quelques secondes encore pour faire cela. Mademoiselle, vous êtes
magnifique. Au final, vous aurez toujours 4 secondes devant vous. Il n'y aura certes pas de professeur pour vous indiquer le temps restant avant la rendue des copies ou vous donner la conduite à tenir. C'est vous qui êtes maître de ce temps. Je sais que ça n'est pas facile, j'en ai conscience. Moi, ce que je m'efforce de faire, c'est autant que je le peux, je ne suis pas parfait, mais autant que je le peux, de mettre à profit ces 4 secondes justement pour aborder le meilleur comportement, celui qui sera le plus vertueux pour moi d'abord et par répercussion dans l'échange avec l'autre. Si l'on ne peut pas voir son reflet dans l'eau qui bout, on ne peut pas avoir de clarté lorsqu'on est triste, en colère et dépité. Ces 4 secondes sont là pour ça, pour vous aider à mettre de la conscience sur ce qui se joue, de sorte d'en dégager de la clarté et au final, d'aborder le bon comportement. Maintenant, qu'allez-vous faire? Vous savez ce qu'il y a à faire dans ces 4 secondes, et ce qui est absolument magnifique, c'est que vous pouvez aussi déconstruire ces 4 secondes. Comment allez-vous utiliser cela? Je crois bien que c'est à vous. Je vous invite à fermer les yeux. Et je vous invite à visualiser cette dernière situation, celle où vous avez franchi cette ligne rouge, celle où vous vous êtes emporté, celle où vous êtes sorti de vous. Peut-être était-ce avec votre conjoint, peut-être avec vos enfants, vos parents, peut-être était-ce au travail. C'est bon, vous l'avez? Illuminez l'image, agrandissez l'image, mettez votre attention sur les sons, sur les bruits. Comment étiez-vous habillé? Quel était l'espace dans lequel vous étiez? Aviez-vous chaud? Aviez-vous froid? Que vous disiez-vous? Qu'est-ce qui vous touchait? Ce soir, je vous invite à revivre cette situation rien que pour vous et d'en changer l'issue. Mais à une condition, c'est que vous n'allez avoir que 4 secondes pour le faire. Qu'allez-vous faire? 4, 3, 2, 1, c'est à vous. Merci.